C'est bon, nous sommes live. Est-ce que, dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, pour commencer? Pour être sûr que tout va bien, côté participants. Ouais, ou vous pouvez aussi réagir directement avec les emojis. On va attendre, quelques 1 ou 2 petites minutes avant de commencer officiellement le webinaire pour que tout le monde, puisse avoir le temps de se connecter. Mais merci à celles et ceux qui sont déjà là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Je suis en compagnie de Charlène de l'Envolvert et moi je suis Garance de Wenabi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est déjà assez nombreux, donc on va pas trop tarder à commencer. N'hésitez vraiment pas à utiliser le chat autant que vous voulez. On peut prendre les questions au fur et à mesure ou on les compile pour les poser à Charlène. Mais utiliser l'outil, c'est fait pour ça. Et les emojis aussi. On va commencer pour pas perdre trop de temps au début. Donc moi, rapidement, je suis Garance. Je suis chargée de la sensibilisation et des temps forts chez Wenabi. Pour ce webinaire, un rapide sommaire. On va commencer du coup par l'introduction de Wenabi, qui on est, pourquoi on est là aujourd'hui avec Envolvert. Ensuite, bien sûr, c'est Envolvert qui prend la parole pour vous présenter ses actions. Et on passe directement dans le vif du sujet avec la compréhension des causes et conséquences de la déforestation pour ensuite pouvoir faire un zoom sur l'empreinte forêt et mesurer ensemble, grâce à Charlène, notre empreinte forêt. Et ensuite, pour conclure, trouver des solutions pour diminuer notre impact sur la déforestation. Et Wenabi, qui sommes-nous pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore? On est la plateforme de l'engagement solidaire. On connecte les entreprises et les associations pour l'intérêt général. En fait, concrètement, ce que ça permet, c'est mobiliser les salariés d'entreprise pour des associations sur leur temps de travail, à travers des missions de terrain, du mécénat de compétences, des collectes de dons aussi, et ce, en fonction, bien sûr, des associations, des besoins des associations sur le terrain localement. On va proposer une variété de solutions d'action très diverses pour que chaque entreprise puisse s'engager. Charlène, si tu peux mettre la slide juste devant. Pour que chaque entreprise puisse s'engager à son échelle pour l'intérêt général. On existe depuis 2017. C'est plus de 2000 associations aujourd'hui qui utilisent Wenabi. On accompagne des entreprises dans 56 pays. Et depuis le début, c'est plus de 90 000 collaborateurs et collaboratrices qui se sont engagés via la plateforme. Et on a aussi réussi à collecter plus de 2 millions d'euros de fonds pour les associations. Si tu peux passer la slide, Charlène. Et en avril et en mai, en fait, avec nos associations partenaires, on va mettre l'accent sur la protection des forêts en France et dans le monde. Et ce, notamment en lien avec la Journée de la Terre qui a lieu samedi. En fait, pendant 2 mois, les salariés de nos entreprises partenaires peuvent retrouver sur la plateforme plusieurs actions de sensibilisation à travers un parcours de sensibilisation qui va permettre aux salariés de se sensibiliser aux enjeux de la protection des forêts. Ensuite, ils peuvent se mobiliser sur des missions de terrain auprès des associations partenaires. Ça va être plein d'actions, notamment, par exemple, du déracinement de plantes invasives dans les forêts. Et on met aussi en place une campagne de dons via la plateforme pour un super projet d'Envolvert qui s'appelle le projet SEV, qui est un projet de préservation des forêts dans le Haut-Languedoc, qui a pour objectif en fait de mettre en réseau des propriétaires forestiers pour les accompagner dans la gestion durable des forêts. On vous en parlera un peu plus à la fin de ce webinaire et surtout on vous enverra une présentation qui détaille ce projet pour que vous puissiez le soutenir financièrement si vous le souhaitez. Et enfin, on met en place aussi un webinaire de sensibilisation, celui-ci, qui a pour objectif vraiment de donner la parole aux experts du terrain, aux associations, et inciter le plus grand nombre de personnes à s'engager. On a vraiment beaucoup travaillé ce webinaire avec Envolvert, donc on est vraiment ravis de vous le présenter aujourd'hui. Ça partait d'un constat, en fait, en interne. Nous, on a calculé notre empreinte forêt, et on s'est rendu compte, on n'était pas conscient de ça, mais on s'est rendu compte de l'impact de notre consommation sur la déforestation. Et on a voulu sensibiliser un maximum de personnes à leur tour à ces enjeux-là.
Et aujourd'hui, du coup, c'est Charlène de Envolvert qui va prendre la parole et qui va nous partager son expertise sur la protection des forêts et qui va nous accompagner aussi, bien sûr, dans la mesure de notre empreinte forêt. On est ensemble là pendant une petite heure. Je laisse la parole à Charlène. On a un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, mais en même temps, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous en avez, n'hésitez pas. Et voilà, je laisse la main à Charlène sur la présentation. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi c'est Charlène, je suis chargée de mission plaidoyer sensibilisation chez Envolvert depuis quelques mois. Mais avant ça, je suis partie 6 ans au Pérou pour appuyer le développement des projets concrètement sur le terrain. Et au Pérou, on travaille majoritairement sur le café et le cacao. Donc sujet très pertinent pour aujourd'hui. J'espère pouvoir apporter toute mon expérience que j'ai pu acquérir là-bas. Donc, comme on l'a dit, petit déroulé du webinaire du jour. Du coup, on va parler du contexte d'une manière générale, la forêt, à quoi ça sert, la déforestation, comment elle se génère, pourquoi et où. On va passer un deuxième temps après sur l'empreinte forêt, donc comprendre pourquoi nous, on a été amenés à travailler sur ce sujet-là, comment on fait ce petit calcul d'une manière générale, même si on ne va pas trop essayer de rentrer dans les détails parce que ça peut être assez technique. Mais on va surtout passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est les matières premières qui ont un risque de déforestation, lesquelles sont-elles, quels sont les mécanismes qui les animent et surtout, enfin, pour terminer, les solutions, comment on calcule son empreinte forêt concrètement et comment on peut la réduire. Donc, dans un premier temps, Envolvert, on est une association loi 1901, on existe depuis 2011. Notre objectif principal, c'est de lutter contre la déforestation. Là, c'est assez clair, hein, c'est trouver des solutions sur le terrain à développer pour lutter contre la déforestation et aussi en amont, lutter contre les causes de la déforestation, donc qui déforeste, pourquoi et comment limiter ces facteurs-là. Pour réussir à faire ça, on développe plein de choses sur le terrain, dont le développement d'alternatives économiques à la déforestation. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est trouver des solutions concrètes. C'est-à-dire que si, par exemple, le café, c'est une source de déforestation, on s'est rendu compte que c'était possible de le produire sous couvert forestier. Donc voilà, on propose une solution technique aux problèmes sur le terrain. Et on propose aussi des alternatives économiques, comme par exemple la vente et la récolte de fruits de la forêt, qu'on commercialise sous une marque, notamment en Colombie, qui s'appelle Tamanduá. Voilà, c'est une solution qui est extrêmement concrète aux populations qui ont besoin de vivre de la forêt sur pied au lieu de la déforester. Et enfin, notre dernière action qui est très concrète, c'est la sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au travers du webinaire. Mais on est aussi présent sur de très, très nombreux événements en France. On était notamment au Salon de l'Agriculture récemment. Et vous nous retrouverez d'ailleurs à We Love Green à Paris, au Solidays aussi très probablement. On sera aussi à Compiègne bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir plus d'actualités. Donc la forêt, à quoi ça sert? Je ne sais pas si vous êtes au courant, la forêt, c'est hyper utile pour toute l'humanité. Petite question pour vous mettre en jambe. À votre avis, les forêts représentent quel pourcentage de la surface émergée du globe? Vous pouvez répondre directement dans le chat à cette question. Alors, il y a un tiers, 50% pas assez, 60%. Oh, il y a plein de réponses assez diverses. Ça va de 10% à 50% à 80%. D'accord. Alors, eh bien, c'était 31%, mais j'accepte la réponse pas assez. C'est jamais suffisant, malheureusement, on en aura toujours besoin de plus. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 4 milliards d'hectares sur la planète. On a fait un petit top 5 des pays les plus forestiers du globe. En premier, on a quand même la Russie avec 20% qu'on néglige trop souvent, mais en réalité, si, quand même. Le Brésil, 12%, un pourcentage qui a tendance à diminuer quand même, malheureusement. Canada, États-Unis, Chine, voilà, et eux 5 qui représentent 54% des forêts dans le monde à peu près. Voilà, on voit bien qu'il y a sur le graphique ici, on voit qu'il y a 45% de ces forêts-là qui sont tropicales, sachant que les forêts tropicales, c'est les plus diverses du monde, elles abritent beaucoup plus de biodiversité que les autres. Voilà, après on a fait un petit tour d'horizon pour se rendre compte un petit peu des services qui sont rendus par la forêt. Quelque chose qu'on entend tout le temps, c'est le climat. Évidemment, les forêts, ça permet de réguler le climat grâce à la photosynthèse, à l'absorption du carbone qu'ils peuvent en faire. Donc, on retrouve évidemment des services écologiques, donc le climat en fait partie. Je l'ai dit également, la biodiversité, c'est hyper important pour garder un équilibre sur la planète.
On trouve aussi des sols, les fonctions des sols évidemment, les forêts avec l'apport de matières organiques qu'elles vont apporter, vont régénérer les sols, voilà, apporter de la biomasse, etc. Et donc ça va faire des sols qui sont fertiles. Et on verra plus tard que c'est notamment une des raisons pour lesquelles elles sont aussi déforestées, c'est qu'elles génèrent des sols hyper fertiles. Fonction de régulateur évidemment dans les ressources en eau, notamment via ce qu'elles peuvent fournir, je pense à la forêt tropicale en termes d'évapotranspiration, c'est-à-dire que la forêt va transpirer de l'eau qui va finalement se retranscrire sous forme de pluie, et donc elles vont réguler aussi tout le cycle des pluies comme ça au travers du monde. Donc les services écologiques, c'est ce qui nous vient le premier quand on pense à la forêt. Évidemment, c'est un service premier qu'elles nous rendent. On le voit comme un service naturel. Or, il n'y a pas que cela. On trouve aussi des services sociaux qui sont hyper indispensables pour la planète en général. Il y a encore beaucoup de communautés qui vivent d'ailleurs dans les forêts de manière très directe. C'est pour ça que c'est aussi une source d'énergie dans un premier temps. Il y a des gens qui vivent toujours avec des cuisines qui ont besoin de s'approvisionner en bois de chauffe. Nous aussi d'ailleurs, hein, avec les cheminées, par exemple, l'hiver, on en a besoin. Donc c'est une très très grosse source d'énergie. L'habitat, bien évidemment, ce que je disais, il y a encore beaucoup de populations qui vivent dans les forêts d'une manière directe, mais il y a aussi beaucoup de gens qui aiment se construire des maisons en bois, par exemple. Donc ça peut être quelque chose d'immédiat. En Amérique latine, notamment, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de gens qui construisent encore leurs maisons en bois de manière normale, et c'est tant mieux. Il faudrait que ça continue, mais pour ça, il faut générer des forêts qui sont capables de produire justement ces ressources-là. L'alimentation, bien évidemment. Nous, on pense tout de suite aux fruits, par exemple, qu'on peut trouver. Par exemple, je sais pas, nous, on mange des châtaignes. Je dis un truc absolument hasardeux, mais voilà, on mange des châtaignes, on mange, voilà, il y a plein de la sève de bouleau aussi, c'est des choses qui se consomment, enfin, plein de types d'aliments, mais aussi, comme je le disais, parce que ça produit de la fertilité dans les sols, donc on peut aussi retrouver de l'alimentation de manière indirecte via l'utilisation de ces sols. Le bien-être, malheureusement, on n'en parle pas assez et c'est pas suffisamment, je pense, considéré dans la plupart des programmes de protection des forêts. Le bien-être, c'est indispensable. En fait, il y a des gens qui vont dire que quand tu te balades dans la forêt, ça va dégager des choses qui vont te déstresser, qui vont lutter contre le stress. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. La fonction de paysage est extrêmement importante. On voit que dans les services économiques, on a mis le tourisme, mais bon, des fois, aller en forêt, c'est pas non plus, ça coûte pas forcément de l'argent. On aime bien aller s'y balader le dimanche avec ses enfants, par exemple. Et en fait, je trouve ça hyper important que même visuellement, dans nos paysages, on ait ces espaces forestiers qui viennent apporter un petit peu une bouffée d'oxygène. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de coupes rases qui se font, notamment en France, pour des raisons économiques. Et ça a tendance justement à influencer sur notre bien-être quotidien, en tout cas pour ceux qui vivent en province. Les valeurs économiques, on retrouve la foresterie, c'est évident. Ça, c'est le bois, pour le coup, qui est l'exploitation de bois qu'on peut retrouver un peu partout pour diverses raisons, soit pour faire des granules, du bois de chauffe, du papier, du carton, que sais-je encore. Les produits forestiers non ligneux, là, on en a cité quelques-uns. Enfin, on retrouve souvent les champignons, mais ce que je vous disais tout à l'heure, la châtaigne, par exemple, ça peut être un produit forestier non ligneux de manière très directe. Il y a des gens qui ont des filières entières qui sont développées sur ce type de produits et qui arrivent très bien à en vivre. Donc, il ne faut pas les négliger. Et nous, justement, en Volvert, on tend toujours vers le développement de ce type de produits. Le tourisme, voilà, de manière pécuniaire ou non. Mais en tout cas, c'est sûr que dans la forêt, il y a beaucoup d'activités qu'on peut développer. Je suis persuadée qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà été faire des parcours d'acrobranche, par exemple, ou des randonnées à cheval, ou je ne sais pas trop quoi encore. Mais il y a beaucoup de types de tourisme qui existent. En France, on a les PNR qui, notamment, ont une belle fonction à ce niveau-là, de la mise en tourisme de ces espaces naturels. Et enfin, un sujet dont on entend parfois parler dans la presse aussi, la compensation de carbone ou de services écosystémiques. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. C'est une manière de compenser. Après, est-ce que compenser ou limiter la dégradation des forêts, ou est-ce que les deux sont compatibles? Voilà, ça va dépendre des personnes. Nous, chez Envolver, on n'est pas hyper fan de la compensation carbone parce que c'est des mécanismes qui sont très complexes et qui, malheureusement, ont parfois du mal à aboutir. Donc, on préfère aller sur des solutions qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus au contact des gens que de passer par ce genre de mécanisme. Voilà, donc venons-en au fait, la déforestation, parce que donc du coup, on a vu que les forêts étaient indispensables, mais aujourd'hui, on sait aussi que la déforestation a tendance quand même à avoir de très gros impacts sur notre confort et tout ce qu'on a pu voir avant. Donc, selon vous, combien d'arbres sont coupés par minute dans le monde?
À 50 Ouais, près, ouais. non, à Je 100 réponds près. directement dans le chat. Ouais, beaucoup trop. Le beaucoup trop est encore accepté. Ouais. Ok, je vois 1 million. Alors, 1 million par minute, ça serait extrêmement inquiétant. On est un petit peu moins que ça quand même. Ah, on a une réponse: un terrain de football par seconde. Par seconde. On est par là. Bon, allez, je vous la donne quand même. Ça fait 2400 arbres coupés par minute. Donc, c'est quand même énorme. Juste le temps que je finisse cette phrase, il y en aura 2400 qui auront touché le sol. Donc, c'est hyper inquiétant. Donc, ça, c'était une stat de l'UNEP, en l'occurrence. Au siècle dernier, le monde a perdu plus de 80% de ses forêts originelles, l'équivalent d'un terrain de football. Voilà, on y était par minute. C'est vrai que c'est un petit peu le killer fact qu'on aime bien entendre. C'est représentatif tout de suite. Les risques liés à la déforestation. Alors, en l'occurrence, on voit bien que la déforestation, depuis 1990, elle tend à diminuer. Malheureusement, encore une fois, c'est toujours trop, exactement ce que quelqu'un a pu dire dans le chat. On voit quand même qu'il y a quand même 10 millions d'hectares par an qui sont perdus. Donc 10 millions, c'est vraiment pas anodin, c'est pas rien du tout comme chiffre. Et en l'occurrence, ce chiffre est opposé à l'expansion de la forêt. Ça, c'est un chiffre de la FAO du coup. Donc on considère qu'il y a 5 millions d'hectares par an qui sont pas soit reforestés, soit qui se régénèrent de manière naturelle. En l'occurrence, ce chiffre est extrêmement faible et il ne peut pas être comparé à de la forêt primaire. C'est une forêt qui va être en récupération, donc c'est comme un malade qui se remet de sa maladie. Il n'est pas forcément fonctionnel tout de suite. Là, la forêt, en l'occurrence, c'est pareil. La forêt qu'on récupère tous les ans n'est pas fonctionnelle de manière immédiate. Une forêt, ça prend des dizaines, voire des centaines d'années à se constituer, à conserver un équilibre, à être résilient de manière générale et à disposer suffisamment de biodiversité. Aujourd'hui, les forêts qui sont récupérées, si elles sont reboisées avec un nombre d'espèces qui va être quand même très limité. Ça ne va pas pouvoir reproduire tous les services écosystémiques dont on a parlé de manière immédiate. Le rôle qu'ils ont notamment sur le carbone, dont on parle souvent, le climat. Il faut savoir qu'un arbre ne va pas emmagasiner la même quantité de carbone selon son âge. Plus il est vieux, plus il va en emmagasiner. Mais les premières années, ça ne va pas forcément être autant. Donc, du coup, quand on fait de la reforestation pour du court terme, par exemple, en disant, on reforeste parce que ça recrée de la forêt, ça va faire du bois à court terme, d'ici 20 ans, je couperai, super, c'est très bien, ça a une bonne fonction économique, mais ça n'a pas une bonne fonction écologique. Donc voilà, il ne faut pas confondre la forêt avec des systèmes de reforestation en ligne, par exemple, qui seraient monospécifiques. Plusieurs risques liés à la déforestation, il y en a énormément, hormis, on a noté les systèmes écosystémiques, les services écosystémiques dans une première partie. Mais évidemment, donc, la destruction des forêts participe à l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est très, très immédiat, tout simplement parce que le carbone, il va se stocker dans le bois quand l'arbre va faire ce travail-là. Et donc, quand on le brûle, on libère le carbone qui était stocké. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on voit les feux avec ces gros nuages de fumée marron. Donc, c'est vraiment pas bon signe. Donc, c'est assez inquiétant quand on voit le nombre de feux qui peuvent se déclarer de manière spontanée, notamment ces dernières années au travers du monde. En France, on en a pas mal subi aussi. Un autre risque, ça va être l'apparition de nouvelles zoonoses. C'est le fait tout simplement que les habitats étant plus restreints, les animaux vont avoir tendance à être en contact de manière plus rapide puisqu'ils sont moins isolés au sein de leurs habitats. Et donc forcément, c'est des connexions qui ne devraient pas se faire. Et ça peut générer de nouvelles maladies. On a vu le Covid, c'était notamment une des causes qui pouvait être invoquée pour le Covid. Il y en avait d'autres. Mais il est évident que, en tout cas, la perte de ces habitats favorise la création de ces nouveaux virus. Un autre risque, c'est la perte de la biodiversité, évidemment. Si on perd les habitats, encore une fois, on perd les espèces qui y sont associées. Aujourd'hui, là, on vous a mis la liste des espèces menacées par grande famille. Les amphibiens, ils sont directement menacés parce que les amphibiens, ils vivent aussi dans les arbres, notamment en Amazonie. Donc ça peut être un très grand danger. Perdre la biodiversité, c'est perdre une partie clairement de l'équilibre naturel de la planète. Donc si on déséquilibre ça, il y a forcément quelque chose de l'autre côté qui va se déséquilibrer aussi. Tout ça, c'est un cercle vicieux ou vertueux selon comment on travaille.
Autre chose, bon, beaucoup plus commun, les phénomènes climatiques extrêmes. On en voit beaucoup, les sécheresses, les inondations. On a eu l'hiver le plus sec qu'on ait connu en France, je pense, à peu près. Là, c'est assez alarmant. Il y a beaucoup de régions qui sont déjà en sécheresse sur le niveau de leur nappe phréatique. On sait qu'on va avoir un été qui va être très rude. Voilà, tout ça, c'est lié au changement climatique et donc à la perte, à la destruction des forêts dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des réfugiés dans le monde sont climatiques quand même. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres types de réfugiés qui existent, ça va devenir une vraie préoccupation. Si ça ne l'est pas déjà, ça va devenir une vraie préoccupation dans les années à venir. Donc, plus ces phénomènes-là vont s'intensifier et plus on va avoir de difficultés au niveau sociétal, en fait, dans le monde. Parce que ces réfugiés-là, il va bien falloir leur trouver des nouvelles terres et des endroits où vivre. Donc voilà, destruction des lieux de vie, c'est ce que je viens de dire, ça va en relation avec ça, que ce soit de manière indirecte par le climat ou que ce soit de manière très directe par l'exclusion de peuples autochtones de leurs terres, parce que il y a des dynamiques en Amazonie, par exemple, qui existent, où il y a des gens qui vont chercher de nouvelles terres arables et qui vont aller les chercher sur des territoires qui sont déjà attribués à des peuples autochtones qui en ont eu la gestion pour justement participer à sa conservation. Et en fait, il y a des luttes qui existent sur ces territoires-là. Donc c'est très compliqué et c'est pour ça aussi qu'il faut encourager la protection des forêts, pas forcément que chez nous, mais aussi ailleurs. Et enfin, le dernier point, qui est peut-être pas non plus le plus réjouissant, mais c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que l'Amazonie, à force, le changement climatique l'affecte également. C'est-à-dire que la hausse des températures, la baisse de l'hydrologie, tout ça, ça va avoir un impact aussi sur son équilibre. Et en fait, il y a un moment où elle va plus pouvoir continuer à donner ses services de manière aussi systémique. Et donc, du coup, elle va se savaniser. Parce qu'on dit qu'elle va se savaniser, donc elle va devenir une savane. Il y a des zones dans le monde où c'est déjà le cas, pour d'autres raisons, forcément pour le changement climatique. Mais moi, j'ai déjà vu des territoires comme ça qui étaient savanisés. Et c'est des territoires dans lesquels c'est très, très difficile de vivre, au contraire de l'Amazonie, qui est un territoire extrêmement riche. Donc, ça serait vraiment dommage. Et puis, en plus de ça, ça remplirait encore moins sa fonction de régulateur de climat. Donc, encore une fois, toutes les forêts sont importantes, mais moi, j'aime bien faire le petit focus Amazonie parce que c'est vraiment le poumon de la planète et c'est vraiment pas pour rien qu'on le dit. Voilà. Donc, à votre avis, quel pourcentage de la déforestation est imputé à l'agriculture? Voilà. Donc, à quel niveau participe l'agriculture dans la déforestation? Alors, dans le chat, il y a pas mal, je connais la bonne réponse, donc je vois qu'il y a la bonne réponse. Il y a 10%, 70%, 80, 90. Ah, on a des gagnants quand même. Bon, du coup, je vous le donne. C'était 90%. C'est un chiffre qui a été revu à la hausse d'ailleurs récemment. Avant, c'était 80. Maintenant, on est passé à 90. Voilà, donc donc je le remets ici. C'est un chiffre quand même qui est très, très, très élevé. Donc, dans ce pourcentage-là, donc la déforestation, en général, on dit qu'elle est à 50% imputée donc, pour l'extension agricole pour les cultures végétales. Donc, on verra après lesquelles. Le deuxième poste, c'est le pâturage du bétail, donc c'est l'élevage de manière très directe pour y mettre des vaches. Et enfin, l'huile de palme, donc à 7% quand même. Il faut savoir que la France, on n'est pas complètement, on va dire, innocent dans ces chiffres-là. Évidemment, l'agriculture qui participe à la déforestation, elle n'est pas faite que pour les besoins locaux. C'est pas que là où on déforeste qu'on consomme ce qui est produit sur ces sols dégradés. C'est aussi pour l'exportation, parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on exporte dans le monde et qu'on aime consommer, mais qu'on n'est pas capable de produire chez nous. En l'occurrence, l'Union européenne est responsable de 16% de la déforestation liée au commerce international. Donc, c'est quand même, c'est pas une place majoritaire, mais c'est quand même hyper élevé comme chiffre. Et en l'occurrence, la France aussi a été précurseur en se dotant d'une stratégie nationale de déforestation importée, qui a d'ailleurs inspiré, qui continue d'inspirer la loi de déforestation importée qui va se mettre en place en Europe. Voilà, donc ici, le plus gros focus, c'est de faire attention du coup à l'importation des matières premières dont on a besoin et qu'on consomme localement, donc on va voir lesquelles. Nous amène à l'empreinte forêt. Donc, dans le cadre du développement de la stratégie nationale de déforestation importée, Envolvert a travaillé notamment sur le calcul de l'empreinte forêt des Français. Donc, un travail qui était mené en collaboration avec le CST, le Comité scientifique technique. Et donc, du coup, on a sorti une méthodologie, on a créé une méthodologie pour justement calculer l'empreinte forêt des Français.
pour justement lutter contre la déforestation importée. Donc, on a évalué des matières premières de base, le soja, le café, le bois, l'huile de palme, le cacao, le papier, le carton, le cuir et l'EVA, puisque c'était les importations majoritaires de la France. Voilà, il faut savoir qu'on a fait ça donc pour justement lutter contre la déforestation importée, mais aussi parce qu'il n'existait pas d'outils de mesure capable de le faire. On retrouve des choses type voilà, le bilan carbone, par exemple, un travail aussi sur l'eau, mais les forêts, il n'y avait pas d'outils qui existaient concrètement pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, on a décidé de travailler là-dessus parce que, justement, comme je le disais, en Amérique latine, on cherche des solutions pour lutter contre la déforestation. Et on s'est dit, du coup, pour lutter contre les causes, est-ce que ce ne serait pas intéressant, du coup, d'aller accompagner des collectivités ou des entreprises à la réduction de leur empreinte forêt, et puis aussi, bien sûr, les citoyens. Donc, suite à ce travail de l'empreinte forêt, on a sorti le rapport. Donc, le rapport faisait état qu'un Français, en moyenne, au cours de sa vie, donc de sa consommation normale, on va dire, classique, moyenne, participait à la déforestation de 352 mètres carrés dans le monde. Voilà, donc c'est sur sa vie de consommateur en général. Le premier poste qui arrive de loin, le premier, c'est à cause du soja. On verra après pourquoi, mais il faut savoir qu'à peu près 64% de cette consommation de soja elle est destinée, enfin de cette importation de soja, elle est destinée du coup aux volailles, aux œufs, enfin à l'alimentation des animaux qui mangent du soja, donc principalement à l'élevage. Ensuite, on retrouve le cuir, l'huile de palme, le papier, le café, l'EVA, le cacao et le bois. On va revenir après dessus de manière beaucoup plus spécifique, mais il faut se rappeler quand même qu'au niveau mondial, l'élevage de bœuf, le soja et l'huile de palme, c'est les 3 premières causes de déforestation. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait la conversion des terres pour des cultures végétales qui arrivait en premier poste. Du coup, là, on retrouve directement le soja, le café, le cacao, plutôt le maïs, le blé en font partie, quoi. Ensuite, l'exploitation du bois, c'est la première cause de dégradation des forêts, oui, et pas forcément de déforestation, tout simplement parce qu'on ne va pas forcément tailler une forêt intégralement pour récupérer son bois. On va peut-être aller simplement extraire les bois qui ont une très forte valeur ajoutée, qui ont une taille majoritaire, pas forcément aller tailler les petits bois, mais aller directement chercher les gros troncs. Mais la dégradation des forêts, c'est pas pour ça qu'il faut pas la prendre en compte. C'est hyper important. Si on vide sa forêt, la forêt de sa diversité, en lui retirant les arbres les plus gros, les plus beaux, qui ont le plus de services écosystémiques, inévitablement, on va appauvrir cet espace-là et cet habitat qui va devenir moins intéressant pour les espèces, mais aussi pour tous les autres services qu'on a cités précédemment. Voilà. À savoir qu'on va revenir dessus, mais l'Europe, en gros, c'est quand même le premier importateur de cacao de très loin. On est très friand de cacao et de café aussi. Voilà, on a la consommation de café la plus élevée par habitant sur la planète. Donc, voilà, c'est assez énorme. Je pense qu'il faut en avoir compte. Enfin, il faut le prendre en compte dans sa consommation. On verra comment. Donc, les matières premières à risque de déforestation. Donc, le soja, je l'ai dit, ça arrive numéro 1, principalement pour l'alimentation animale. On l'importe sous forme de tourteaux de soja. On le retrouve dans l'ensemble des produits carnés. Ça veut dire qu'on le retrouve dans des steaks de bœuf, on le retrouve dans des cuisses de poulet, mais on le retrouve aussi dans les œufs, le lait, le beurre. Et ces produits-là, on les retrouve où ? Je ne sais pas, dans des pâtes feuilletées, dans des biscuits pur beurre. Enfin, il y a toute une chaîne de produits en fait qui existe, du produit simple au produit fini plus complexe. C'est des produits qu'on retrouve quand même un peu partout. Donc les problématiques, c'est qu'on on importe énormément de soja, 60 cargos chargés de 60 000 tonnes par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument gigantesque. Et ce soja, il vient d'où ? Il vient à 60% du Brésil. Donc, le Brésil, malheureusement, c'est un pays où il y a énormément de déforestation. On a de très, très grosses problématiques à ce niveau-là. Donc, et qui concentre aussi un bassin amazonien hyper étendu. Donc, du coup, on ne peut pas l'ignorer. Voilà. Ensuite, on vous proposait, donc pour la viande, on vous proposait un petit quiz. Je ne sais pas si Yaro, tu veux le présenter ou si je le présente. Tu peux présenter le tableau. Je pense que tu es plus experte que moi sur le sujet. Et ensuite, vous aurez un sondage auquel répondre directement qui va s'afficher sur votre écran pour qu'on ait un peu la vision de votre consommation. Alors, c'est anonyme, donc vous pouvez répondre en toute honnêteté pour avoir la vision de votre consommation des produits concernés.
C'est ça. Donc, globalement, on va voir un petit peu les matières premières les unes après les autres. Et en fait, le but, c'est de se rendre compte collectivement, justement, quel est le problème. Parce que c'est vrai qu'au niveau individuel, on se dit, bon, bah, moi, ça va, j'essaie de réguler ma consommation par-ci, par-là. Mais à quel niveau se situe le problème quand on parle du collectif? Donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'aller évaluer votre consommation. Donc, nous, on l'a chiffré en mètres carrés. Donc, le soja, on va être sur votre consommation de volaille, de bœuf, de produits laitiers et d'œufs, comme je le disais. Il faut faire une distinction quand même très forte entre les produits qui sont certifiés et ceux qui ne le sont pas. C'est hyper important. Pour vous donner une clé de solution, par exemple, ici, on considérera que les forts engagements environnementaux sont principalement concentrés dans le label AB, agriculture biologique, puisque les animaux qui ont mangé du soja bio, donc tous les produits certifiés bio, c'est un soja qui ne vient pas d'Europe, il vient pas d'Amérique latine, il vient majoritairement d'Europe. Et en Europe, il n'y a plus de forêt, donc on considérera qu'il n'y a plus de déforestation. Donc ici, la question sera, selon vous, où se situe votre fourchette de déforestation? Donc vous voyez que vous avez 3 colonnes. Aucune consommation. Vous pouvez être végétarien, vegan, par exemple, ça peut être le cas, donc c'est aucune consommation. Consommation moyenne, vous en mangez 1 fois par semaine de chaque type de produit, ou relativement élevée, de 3-4 fois par semaine. Donc, vous pouvez choisir une de ces 3 colonnes et après savoir si c'est un produit sans engagement environnementaux ou si c'est un produit avec des forts engagements environnementaux. Donc là, plutôt agriculture biologique. Donc, on va vous demander d'indiquer une de ces 6 réponses selon là où vous vous situez. Alors, le sondage est publié et les participants et participantes commencent à répondre. Vraiment, n'hésitez pas. Il n'y aura pas de. Donc, je peux rajouter un petit fun fact. Je peux rajouter un petit fun fact quand même en attendant, c'est du coup dire si vous mangez du soja, comme des steaks de soja par exemple, qui sont destinés directement à l'alimentation humaine, on sera considéré qu'on est en fort engagement environnemental puisque c'est du soja qui est quasiment tout le temps bio et donc qui viendra tout le temps d'Europe majoritairement, quoi. Donc normalement, pas trop de problématiques sur ce soja-là. Pas besoin de vous ronger les ongles parce que vous avez mangé un petit steak de soja ce midi. Au contraire, c'est très bien. On accuse souvent les végétariens de manger trop de soja, mais c'est OK. Exactement. Alors, en termes de réponses, on a une grande majorité de consommation moyenne de produits avec engagements environnementaux. Très bien. C'est plutôt pas mal, et suivi par une consommation élevée de produits avec engagements environnementaux. Donc, on a quand même les engagements environnementaux qui priment. Ouais, bah, c'est super. C'est vraiment dans cette voie-là qu'il faut aller, donc c'est très bien. Et évidemment, réduire la viande, ça en fait toujours partie. On fait ce qu'on peut tous à son niveau. Ensuite, donc on retrouve l'élevage bovin, bien sûr. Donc pourquoi l'élevage bovin? Est-ce qu'on mange de la viande issue d'Amérique latine, donc issue de la déforestation, en France? En réalité, non, pas du tout. La viande qui est produite sur les espaces d'élevage en Amérique latine, notamment, sont consommées directement, localement, par les gens. Donc 75% de viande produite pour la consommation locale. 75%. Nous, par contre, on récupère le cuir. Donc après, on exporte le cuir vers la France ou vers l'Europe d'une manière générale pour faire des chaussures, pour faire vos sièges de voiture, la maroquinerie, des sacs, des ceintures. Voilà, il y a plein de sous-produits. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on va acheter un sac et il y a une petite lanière en cuir. Donc voilà, c'est plein de choses dont il faut se rendre compte quand on achète nos produits. Donc là, la question est à peu près la même. Enfin, le format sera toujours le même, consommation faible, moyenne ou élevée. On va considérer que pour une consommation moyenne, vous êtes entre 3 à 5 produits par an. 3 produits par an, disons, et consommation élevée, on sera au-dessus de 4, 5 et plus. Donc, selon vous, est-ce que vous achetez beaucoup de produits correspondant à cela, maroquinerie, canapé, fauteuil de voiture, etc. Et si oui, avec quel niveau d'engagement environnementaux, sachant que les engagements environnementaux ici, il n'y en a pas beaucoup. Nous, ce qu'on recommande plutôt, c'est d'aller acheter en seconde main, par exemple, ce genre de choses, où il y a aussi beaucoup d'alternatives aujourd'hui qui existent, comme le cuir végétal, mais qui ne sont pas pris en compte ici, évidemment, parce que ce n'est pas le même type de matière première. Alors, c'est vrai que là, pour la consommation de cuir, on est quand même sur une consommation faible de produits sans engagement environnemental. Moi, je m'étais posé la question, est-ce que je vois les engagements quand je consomme un produit du cuir? Comme tu dis, c'est très rare d'avoir des labels sur ce type de produit. Donc là, ouais, 52% des participants et participantes répondent consommation faible de produits sans engagement environnemental. Ouais, c'est vrai que c'est une mode qui a eu tendance à passer. Je pense que c'était beaucoup plus grave avant. On en consomme moins aujourd'hui et comme je disais, on a plus d'alternatives végétales aussi. Donc, si on est concerné par cette cause-là, on va souvent avoir tendance à les diriger vers d'autres types de produits qui ne sont pas du coup issus de lavage directement ou d'autres types d'animaux. On va plus aller sur du cuir végétal notamment, surtout qu'on ne voit pas la différence en fait des fois.
Voilà, l'huile de palme. Oh, l'huile de palme, ça va être un grand favori parce que c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Vous avez tous entendu parler de l'histoire du Nutella, de Laurent Houtan, la vidéo hyper tire-larme qu'on avait tous vue sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est vrai, hein, il y a l'huile de palme est vraiment responsable de pas mal de déforestation. On en trouve dans les produits alimentaires. Alors nous, on pense tout de suite à Nutella, mais en réalité, vous pouvez en retrouver dans beaucoup de produits transformés. Nous, on a un petit jeu qu'on fait aussi en présentiel avec d'autres gens sur un petit info supermarché. Justement, on propose des produits. Eh bien, il y a des pâtes feuilletées, par exemple, qui ont de l'huile de palme dedans. Des produits aussi déjà tout faits, je sais pas moi, des lasagnes ou des choses comme ça, enfin des produits déjà préparés à réchauffer chez vous. On en trouve souvent. En fait, l'huile de palme elle a la mauvaise presse, donc elle a souvent tendance à se cacher dans des listes. Donc faites bien attention à lire les ingrédients sur les produits que vous achetez si vous achetez des produits transformés pour vous assurer du coup qu'il n'y a pas d'huile de palme. Il y a une question, Charlène, sur l'huile de palme que je trouve intéressante, c'est pourquoi le WWF a récompensé Ferrero pour sa politique huile de palme. C'est vrai qu'on avait vu passer cette info. Et est-ce que tu saurais, toi, ce qui s'est passé sur la politique huile de palme? Pas du tout. Je préfère vous le dire sincèrement, je n'ai pas suivi l'histoire de Ferrero. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de certifications qui se sont mises en place. Je pense qu'il y a un... T'as répondu? Ouais. Ah, il y a Élie qui... Oui, j'ai un collègue dans l'oreillette qui peut faire les réponses aux questions directement sur le chat. Voilà. Ouais, ils ont fait un passage à une certification ségrégée, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ségrégée. Élie vous répond dans le chat. Exactement. En tout cas, il y a un gros débat sur l'huile de palme dans le chat, c'est super, les gens s'emparent du sujet. Mais je t'en prie, Charlie. Hop, oui. Donc, c'est parce que je ne vois pas le chat, je suis désolée, je ne peux pas voir le chat en même temps. Donc oui, il y a eu un truc comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles certifications qui existent pour l'huile de palme qui sont plus ou moins robustes selon ce qu'on entend par robuste derrière, mais Nutella, c'est notamment doté d'une certification qui garantit un petit peu mieux la traçabilité de ses produits, en partie. Voilà. Après, c'est toujours mieux de l'éviter en réalité parce que bon, l'huile de palme, c'est pas non plus indispensable. On peut le remplacer par plein d'autres produits aussi qui sont beaucoup plus locaux. Il y a plein de types d'huiles qui existent et qui sont tout aussi bien. C'est juste qu'elles sont pas aussi rentables. On en trouve aussi beaucoup de l'huile de palme dans les agrocarburants en Europe. Il faut savoir qu'en France, on a interdit l'huile de palme dans les agrocarburants en 2020. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est encore une fois précurseurs sur ces sujets-là. Donc, soyons-en fiers. Et on en trouve aussi dans certains cosmétiques. Voilà. Il faut savoir que l'huile de palme, elle est produite majoritairement en Asie du Sud-Est, voilà, qui détient 89% de la production mondiale et que 62% de cette production est exportée. Voilà, donc c'est quand même fait pour, encore une fois, c'est des produits qui ne sont pas exclusivement consommés localement, qui répondent quand même à un commerce international. Voilà, donc la même question pour l'huile de palme, sachant que nous n'avons pas pris en compte les avions, justement pour la question qu'en France, pour pas tout mélanger, parce que la France, comme on n'utilise plus d'huile de palme et qu'à l'international, on l'utilise encore, voilà, on exclut les avions de ce calcul pour pas tout mélanger. Donc, on parle plutôt des repas transformés, des cosmétiques. Voilà, consommation faible, moyenne ou élevée. Consommation moyenne, c'est 1 fois par semaine à peu près. Élevé 3-4 fois par semaine. Et pour les engagements environnementaux, ce que je vous disais, sur Nutella, il y a une certification qui existe. Voilà. Est-ce que vous faites attention à ce genre de choses quand vous les achetez ou pas? Alors, on a déjà une trentaine de personnes qui répondent une faible consommation de produits avec engagements environnementaux. Mais comme tu disais, l'huile de palme est souvent cachée, donc je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de notre consommation. On pense directement à des produits types, mais moi j'avais vu qu'il y avait aussi de l'huile de palme dans des soupes, dans les gâteaux. Donc, c'est terrible, c'est vraiment insidieux en fait, parce que c'est pour réduire des coûts. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et comme je le disais, ça a très mauvaise presse, donc les gens n'ont plus du tout envie de l'écrire. Généralement, tu as des produits qui sont écrits sans huile de palme, mais t'as pas le contraire qui existe. C'est vrai. Donc là, en majorité, faible consommation de produits avec engagement environnementaux, donc c'est super. Top. Mais on vous invite à vraiment regarder la description des ingrédients de vos produits pour être sûr de ce qu'il y a dedans. Passons au café, au cacao. Donc, comme on a vu en plus qu'on était des gros consommateurs, il faut quand même qu'on s'intéresse un peu à d'où est-ce que ça vient. Bon, on sait où ça se trouve, hein. Les boissons, les desserts, les sucreries, on ne sait plus où donner de la tête. Du cacao, on en a partout.
Il est principalement produit en Afrique de l'Ouest à 70%, voilà. Et l'expansion de la surface de culture s'est faite à moitié via la déforestation, c'est-à-dire qu'en réalité, les drivers de déforestation à ce niveau-là, ils sont surtout économiques. En réalité, les producteurs vont aller accroître leur parcelle agricole pour gagner pour gagner en production, donc du coup pas en productivité, mais en production, en quantité, en masse de produits finis. Et parce qu'en fait, leur prix de revient est tellement faible qu'en fait, ils ont un besoin d'ouvrir plus de parcelles agricoles pour produire plus, pour gagner plus, tout simplement. Donc là, le discours que nous, on va avoir, c'est vraiment attention, encore une fois, aux certifications, parce que si on s'assure que le producteur est mieux rémunéré, il aura moins besoin d'aller étendre ses parcelles. Ça, c'est valable pour le café, mais aussi pour le cacao. Pour les deux cultures, c'est exactement la même chose. Par contre, les solutions qui s'offrent au niveau agronomique pour les deux ne sont pas les mêmes. Le café, on peut vraiment le produire sous ombrage à 100%. Par contre, le cacao, pas forcément. C'est un arbre qui a quand même besoin de pas mal d'ensoleillement. Donc, le cacao vient plutôt d'Afrique de l'Ouest, le café plutôt du Brésil, Colombie. Donc, on est sur les mêmes dynamiques de déforestation. Donc, la consommation que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que vous en consommez une fois par semaine, 3 à 4 fois? Faites attention si vous êtes français. Et sur les engagements environnementaux, alors les produits à fort engagement environnementaux, on va être sur alors le AB, en l'occurrence, n'a pas vraiment d'intérêt pour ces cultures-là. Il est très difficile en plus à contrôler pour les certificateurs dans les pays. Il y a tellement de producteurs parce qu'on n'est que sur de la microproduction à chaque fois. Donc, c'est très, très difficile à contrôler. En revanche, comme je disais, la valeur économique a beaucoup de poids. Donc, est-ce que vous consommez des choses qui sont plutôt fair trade, par exemple? On a un label qu'on aime beaucoup, c'est le SPP, qu'on retrouve chez Etikable, dont on parlera aussi à la fin. Voilà. Est-ce que vous consommez des produits plutôt comme ceux-là ou pas? Alors, il y a une égalité sur consommation moyenne et consommation élevée. Et entre engagements environnementaux et sans engagements environnementaux, on est assez Ouais, équitable. similaire. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur une consommation élevée. Ouais. Ce qui est tout à fait normal pour le commun des mortels français. Donc, pas de problème. Voilà, juste attention à la certification. On le reverra après. On a affiché un logo qui nous paraît intéressant, dont je reviendrai dessus à la fin. Voilà, et pour le café, cette fois. Hop. Là, ça va être élevé aussi. Bon, après, le cacao, vous avez répondu hors période de Pâques, je pense. Sur le café, il y a aucune consommation. C'est surprenant. Ah, mais ça arrive hein, parfois quand même, où les gens disent non, on ne consomme pas de café. Aucune consommation est en tête pour le moment, donc on n'a pas des grands amateurs de café dans l'audience. Mais juste après, on a consommation élevée de produits sans engagement environnemental. Donc Mais c'est souvent le cas, on retrouve. Le dernier webinaire qu'on avait fait, c'était la même. Ouais, donc les gens dans l'audience ne consomment pas de café ou en consomment beaucoup. Mais sans prendre en compte l'engagement environnemental du café. Mais c'est vrai que la modération, le café fait rarement appel à la modération. Enfin, c'est soit tout l'un ou tout quoi. Bon, bah, et il y avait une question dans le chat, Charlène, c'était le thé. Est-ce que le thé a aussi un impact sur la déforestation? Non, je crois que le thé, ça en fait plus partie, mais parce que la déforestation aussi, elle est faite par rapport à une date de référence. Pour moi, c'était surtout ça. Ellie donnera sûrement des précisions dans le chat. Mais pour moi, il y avait surtout cette question-là. Voilà, et peut-être aussi qu'il y avait plus de préoccupations à un moment. Voilà, je ne vais pas m'avancer trop. Ellie va vous répondre. Ça marche. C'est juste que je ne peux pas voir le chat encore une fois. Donc voilà, petite question ouverte. Est-ce que vous êtes surpris ou inquiet par vos résultats d'empreinte forêt? Sentez-vous prêt à avoir plein de solutions clés en main dans votre poche? C'est variable. Pas mal de personnes qui ne sont pas surprises ni inquiètes. C'est assez pareil, c'est moite-moite. On a une petite majorité de personnes inquiètes. Peut-être que les gens avaient déjà conscience en fait de l'impact de leur consommation sur la déforestation. C'est pour ça qu'ils ne sont pas surpris, mais restent inquiets. Ouais, je pense qu'on en parle beaucoup. Malheureusement, les consommateurs, moi la première comme consommatrice, on est perdu en fait dans les labellisations, on est perdu dans qu'est-ce qu'on doit acheter. On a souvent la sensation d'être culpabilisé. On se dit oui, mais entre le carbone, l'eau, si en plus on doit faire les forêts, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, la bonne nouvelle, c'est que carbone et forêt, c'est presque le même topo quand même. Donc
Ça va bien se passer. On va réussir à trouver des solutions tous ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, première chose, la base de la base, informons-nous. C'est hyper important de savoir. Donc, déjà, je vous félicite parce que vous avez fait ce premier pas. Vous êtes tous ici en train d'écouter en quoi consiste l'empreinte forêt. Si vous voulez aller plus loin, on a un petit quiz en ligne. On vous a mis un QR code ici qui vous sera transmis à la suite du webinaire. Mais vous pouvez aussi tout simplement taper quiz empreinte forêt dans Google. Vous tomberez tout de suite dessus. On est très bien référencieux, je l'espère, je pense. Et vous tomberez sur un quiz en 17 questions, donc très très rapide. Vous faites ce quiz sur la consommation, donc vous avez, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on a fait aujourd'hui, sauf que c'est un petit peu plus détaillé et ça vous donne aussi des tips, des flash infos, avec des petits flash infos. Là, on voit l'étiquette du milieu, là, flash info, donc pour vous indiquer comment agir, que faire, etc. Moi, ce que je trouve le plus intéressant dans ce quiz, personnellement, c'est la carte à la fin, où en fait, ça vous indique non seulement le nombre de mètres carrés, ici, vous voyez le nombre de mètres carrés qui a été généré du coup par le quiz que j'avais fait moi. Et du coup, à la fin, ça me donnait la carte pour me dire où, surtout. Et ça, je trouvais que c'était passionnant. Moi, j'aime beaucoup les cartes. Après, chacun fait comme il veut, mais je trouvais ça super chouette de voir ça. Et après, vous avez aussi un petit truc qui s'appelle Détail ici et qui affichera en fait le tableau de réponses que vous avez eu, enfin l'analyse en tout cas de vos réponses avec le nombre de mètres carrés, vraiment par matière première, etc. Un autre visuel. Donc, informons-nous, c'est le plus important pour, après, être capable aussi d'informer les autres, de transmettre l'information, parce que finalement, si tout le monde est au courant, au bout d'un moment, on finira bien par y arriver. Pour, justement, adapter nos pratiques. Donc, le plus important, c'est d'adapter ces pratiques. Donc, j'ai repris les deux matières premières qui me semblaient vraiment, enfin, les deux filières qui me semblaient vraiment les plus problématiques. Donc, le soja et l'élevage. Évidemment, réduire sa consommation de viande, c'est hyper important. Et aussi un petit peu les coproduits issus de l'élevage, les œufs, etc. Il faut quand même savoir que l'impact des œufs, du lait, etc. n'est pas non plus... elle va être divisée, en fait, ça va être un ratio. Par exemple, une poule, elle va produire 300 000 œufs dans sa vie, j'en sais rien, je dis un truc comme ça. Et donc, du coup, son empreinte forêt, elle va être divisée parmi tous ces œufs. Donc, c'est beaucoup moins important comme impact que juste une cuisse de poulet, par exemple. Ce qu'on aurait eu besoin comme soja pour une cuisse de poulet. Donc voilà. Et si vous achetez bio, donc le deuxième point, acheter localement ou issu de l'agriculture biologique, si vous achetez bio, alors là, c'est carton plein. Il y a même des produits aujourd'hui où c'est écrit nourri exclusivement au blé, par exemple, ou à l'élevage, ou je sais pas. Donc là, pour le coup, vous pouvez avoir de l'information. C'est pour ça, s'informer aussi auprès de ces producteurs, favoriser les circuits courts, c'est primordial. C'est vraiment indispensable. Éviter de passer par des intermédiaires, des grandes marques, etc. Le plus logique, finalement, c'est d'aller au marché et de poser les questions au producteur, d'aller directement se fournir chez lui et lui demander comment il nourrit ses bêtes. Ça pourrait paraître bête comme question, mais en réalité, c'est hyper important. Ensuite, si vous mangez dehors, optez pour un menu végétarien au restaurant si vous ne savez pas d'où elle vient la viande. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a pas mal de restos quand même qui affichent les origines des viandes. Après, il ne faut pas confondre l'origine de la viande et son alimentation. C'est pas parce que la viande elle a été produite AOP, Cantal ou je ne sais pas quoi, qu'elle n'a pas mangé de soja. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, soit ça, soit il faut vachement bien connaître les cahiers des charges. Mais le plus simple, encore une fois, c'est de poser les bonnes questions. Éviter les produits transformés. Bon, on l'a dit tout à l'heure pour l'huile de palme, mais en fait, c'est valable pour tout, quoi. C'est vraiment important de cuisiner plus parce que quand on achète des trucs transformés, il y a moins de traçabilité dessus qui est possible. Donc, du coup, on ne peut pas forcément garantir que tel ou tel ingrédient va venir du bon endroit et qu'elle n'a pas généré de déforestation ou qu'elle a donné même un bon prix au producteur, tout simplement. En fait, on ne peut pas s'assurer de rien à partir du moment où le produit est déjà fait. Acheter du cuir végétal ou de seconde main. Voilà, ça, je vous l'avais dit aussi tout à l'heure, donc ça me paraissait important. Café, cacao, c'est la même chose. Hein. D'une manière générale, si on fait appel à plus de sobriété dans notre consommation et qu'on se dit, je continue d'en consommer, mais j'en mange moins, et si j'en mange moins, j'en mange mieux, je mange de la meilleure qualité, en fait, tout le monde s'en sortira mieux. Acheter des certifications robustes pour le café et le cacao, c'est indispensable. Et comme je le disais, attention aux faux amis. Le AB, il garantit pas grand-chose en fait sur la rentabilité du producteur. En l'occurrence, nous, la seule certification qu'on recommande véritablement, c'est SPP, la Société des petits producteurs, qui est vendue par différentes marques avec lesquelles on n'a aucune relation. Mais je vous le dis vraiment parce que par amour pour cette marque, mais j'aime beaucoup Etikable.
notamment qui travaillent avec ces producteurs et que j'ai connus personnellement au Pérou et que j'ai vu leurs projets sur le terrain et vraiment ça tient la route, quoi. Donc c'est vraiment bien. Ils font un prix fixe pour le producteur toute l'année au lieu d'avoir un prix indexé sur la bourse, et ça c'est la très grande différence avec le fair trade. En réalité, le fair trade suit le cours de la bourse, donc n'apporte aucune stabilité économique au producteur, d'autant plus que la plus-value qu'il verse va pas toujours forcément directement au producteur, mais peut passer aussi directement à la coopérative. Donc, en fait, les producteurs s'y retrouvent pas forcément et le prix, de toute façon, reste relativement faible parce que le prix de la bourse n'assure pas du tout des bonnes conditions de vie aux producteurs. Voilà, SPP, c'est tout le contraire. C'est un prix fixe pour le producteur et même des sessions d'accompagnement, des formations, des actions de reforestation, de la lutte contre la déforestation, enfin vraiment, même, je crois, de l'équité des genres. C'est vraiment hyper complet comme certification. Donc, celle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Consommez autant de café que vous voulez s'il vient de là-bas. Ensuite, la dernière, enfin l'avant-dernière clé de solution, c'est exigeons des cadres réglementaires exigeants. Si nous, on s'est informé, si on essaye au minimum d'ajuster nos pratiques, et on ne dit pas d'être parfait, c'est genre juste un tout petit peu, si on est conscient et qu'on essaye d'ajuster nos pratiques, ça va encore pas être suffisant. Le truc qui est vraiment indispensable, c'est d'aller jusqu'au cadre réglementaire exigeant. Alors là, ça peut être des choses qui sont très engagées, donc qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, mais bon, ça va dépendre. Vous pouvez interpeller les gens, les décisionnaires à votre niveau, que ce soit vos élus, la direction de vos entreprises qui prennent des décisions, ne serait-ce que pour la cantine, par exemple, même la direction de l'école de vos enfants pour savoir ce qu'il y a au menu, est-ce que là-dedans, il y a un impact ou pas. Voilà, voter, c'est pareil, c'est un acte citoyen, mais c'est un acte aussi qui va forcément faire pencher les choses dans la balance. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont en train de passer au niveau européen, il y en a d'autres qui se passent au niveau français. Il faut vraiment réussir à interpeller les élus pour que justement les cadres réglementaires s'ajustent et demandent des critères d'exigence pour les entreprises. Soutenez les organisations qui traitent de ces sujets hyper importants sur les réseaux sociaux, signez les pétitions, faites des dons, devenez bénévole. Nous, on fonctionne avec une centaine de bénévoles par an et honnêtement, ils sont indispensables à notre survie et on les remercie. Et donner même un quart d'heure de son temps par semaine, c'est déjà énorme. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à donner de votre temps pour ça. Et si vous n'avez pas le temps, même un petit don. On en a parlé au début de l'émission. Nous, on a plein de projets terrain aussi qu'on essaye de faire vivre. On a beaucoup de subventions qui nous sont données par l'État, par des entreprises aussi qui nous font du mécénat, mais aussi par des particuliers. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Là, on a la plateforme Hello Asso, je crois, ou je ne sais plus. Garance, tu diras à la fin. Sur quelle plateforme ils peuvent faire ça? Ça sera directement sur Wenabi. On vous enverra le lien direct pour faire un don si vous le souhaitez. Ouais, donc n'hésitez pas. Voilà, mais faites entendre votre voix, c'est important. Et pour terminer, devenez moteur sans attendre, parce que si vous en avez marre que genre juste il n'y a rien qui avance, faites-le au moins dans votre cadre. Si vous êtes notamment une entreprise importatrice, n'hésitez pas à faire appel à des gens qui savent réaliser des diagnostics d'empreintes forêt. Donc nous, on en fait partie, mais on n'est pas les seuls. Sensibilisez vos collaborateurs et prenez des engagements forts. Nous, on se déplace dans des entreprises pour faire des actions de sensibilisation. On accompagne les gens au travers de webinaires aussi. On fait des choses qui sont beaucoup plus en direct avec des team building, etc. Voilà, c'est pas du tout anodin juste d'avoir l'information encore une fois. Et du coup, si vous êtes dans un secteur d'activité qui est concerné par ces importations-là, on est prêt à discuter si vous avez envie, tout simplement. Ouais. Et oui, peut-être pour terminer, il y a quand même un guide qui va sortir d'ici mois d'août pour accompagner les collectivités et les entreprises au calcul de l'empreinte forêt. Il sera mis à disposition gratuitement, librement, et vous aurez besoin de personne pour le calculer, votre empreinte forêt. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux ou sur notre site internet parce qu'on mettra un article dès que ça sera sorti. Voilà, on diffusera. Ouais, merci beaucoup, Charlène. Je pense qu'il y avait pas mal de questions dans le chat, mais on avait Ellie en backup qui a répondu. Donc, merci beaucoup, Ellie. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à contacter Charlène directement. Je pense qu'elle sera un plaisir de vous répondre. Oui. Je me permets, Charlène. Bah non, c'est vrai. Grand merci Charlène et Ellie du coup pour ce webinaire et merci à toutes et à tous d'avoir vraiment beaucoup participé et d'avoir été avec nous pendant cette petite heure. J'espère vraiment que ça vous a plu et surtout que vous ressortez avec des pistes d'action concrètes pour réduire votre impact sur la déforestation. En tout cas, nous en interne, ça nous a beaucoup sensibilisés
Et on est vraiment hyper content d'avoir pu mettre en avant cet outil. Et enfin, pour finir, je vous invite vraiment chaleureusement à soutenir Envolver par un don. Pour les associations, on le sait, c'est essentiel aujourd'hui que les particuliers et les entreprises puissent donner s'ils le peuvent pour mener à bien les actions. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez. Nous, chez Wenabi, on a décidé de soutenir le projet SEV, dont je vous parlais en amont. C'est un projet de préservation des forêts dans le Hollandok. C'est un projet vraiment local, humain, engagé. C'est un très beau projet. Vous pouvez le découvrir un peu plus en détail parce qu'on va pas vous présenter le projet maintenant, mais via le document qu'on vous enverra juste après le webinaire. Donc vraiment, visionnez la campagne de dons, faites un don si vous le pouvez, partagez à vos proches, à vos collègues si c'est un projet qui vous intéresse. Voilà, on vous envoie toutes les informations par mail. Et encore merci Charlène, c'était vraiment super. On est trop contents. Avec plaisir. À bientôt. Oui. À très vite. Et n'hésitez pas à suivre Envolver sur les réseaux, à vraiment liker leurs posts, signer les pétitions et à nous suivre également à Wenabi sur les réseaux si vous voulez être informé des prochains webinaires sur d'autres thématiques. Voilà, on sera ravis de vous avoir parmi nous. Et on peut finir ce webinaire 5 petites minutes en avance pour vous permettre d'aller déjeuner si ce n'est pas encore fait. Voilà, un grand merci. Vous aurez le replay et des éléments de présentation d'Envolver par mail également que vous pouvez partager, que vous pouvez relayer avec plaisir. Voilà, on va terminer l'événement et vous laisser. Au revoir, salut Charlène. Au revoir. Au revoir.